Et alors, donc, la question qui enchaîne avec ça, c'est que c'est l'accessibilité des ostéopathes par rapport à l'INSEP et aux fédérations, notamment des ostéopathes exclusifs, qui est souvent compliqué. Comment tu as vécu ça, toi? Bah, c'est compliqué, ça c'est sûr. En fait, à l'INSEP, ils ont déjà tout leur staff, que ce soit kiné, médecin, kiné, ostéo. Je sais pas, en tout cas, moi je connais vraiment que le judo. Je sais pas si dans les autres disciplines, il y a des ostéopathes exclusifs, mais là, en tout cas, les gens que je côtoyais, c'était des kinés ostéo, d'après ce que je sais, hein. Et en fait, eh ben, ils sont là tous les jours et bah, c'est un peu une routine, en gros. Et du coup, ils n'ont pas trop le côté nouveauté. Donc, je pense qu'il y avait ça aussi qui plaisait, le fait qu'il y avait de la nouveauté, que moi, j'amenais des choses que les autres ne faisaient pas parce qu'ils n'ont pas le temps ou pas l'envie de se former. Et donc, en fait, le fait de proposer d'autres techniques, ça a plu aux athlètes. Et en fait, à partir du moment où les athlètes ont décidé, notamment les athlètes voilà, un peu phares des équipes, quand c'est eux qui ont décidé, ben, en gros, ça se fait, quoi. Donc, c'est surtout comme ça. En fait, ils ont dit, bah, c'est elle que je veux, enfin, c'est elle mon ostéo. Et en gros, j'ai eu mon accès à l'INSEP. Oui, quand je laisse ma carte d'identité, ils me laissent rentrer. Et voilà, j'ai pas eu de problème grâce à ça, parce qu'ils m'ont imposé en tant qu'ostéo. Oui, Après, si Teddy Riner dit je veux cet ostéo, la fédération, c'est ça. Clairement, quand elle c'était suit. qui il a dit, c'est Marie qui vient, quoi. Ouais. Donc voilà, après, quand c'est voilà, les têtes de liste, forcément, ils imposent leur volonté. Malheureusement, c'est un peu comme ça que ça se passe. Les autres kinés, du coup, bah, j'avais un peu quand même l'impression au début qu'il y avait des petites tensions. J'étais pas super. J'avais pas l'impression qu'il y avait une ambiance d'accueil de ouf. Ils ont pas dit ouh Marie, c'est génial, on va prendre des trucs, on va bosser ensemble. Enfin, voilà, j'ai pas eu l'impression que c'était l'accueil de folie. Ce que je peux comprendre, hein, parce qu'ils ont dû avoir peur que moi je leur pique leur place. Mais en fait, j'ai bien glissé les messages comme quoi je ne voulais pas être salariée à l'INSEP, je ne voulais pas être payée par la Fédération française de judo, ça ne m'intéressait pas du tout. Je me cassais dans 2 ans, parce qu'après les Jeux Olympiques, c'était prévu qu'on reparte. Bon, là, c'est repoussé d'1 an, donc c'est un peu compliqué, mais bon. Mais en tout cas, après les Jeux Olympiques, moi, je repars en Calédonie. Donc, je leur ai dit, moi, je ne voulais pas de concurrence, c'est juste qu'on me demande un service voilà, différent, je l'assume, quoi. Mais c'est vrai que c'était pas trop, mais enfin, voilà, on n'a pas eu trop de liens, quoi. Mais on t'a pas mis de bâton dans les roues. Ben, en fait, à partir du moment où c'est l'entraîneur perso de Teddy qui dit il a besoin d'une séance d'ostéopathie 1 fois par semaine, et que Teddy il dit il y a Marie qui vient mercredi, voilà, le club, le PSG, il accepte, l'INSEP accepte, voilà, ça se pose pas en fait. Peut-être qu'ils Ouais. n'étaient pas d'accord, c'est Teddy qui l'a dit. Ouais. Donc, Donc, ils n'ont pas un mot à dire. Donc, en tout cas, ça veut bah, bien dire que c'est faisable qu'un ostéopathe exclusif soit à l'INSEP en plus, déjà dans une ouais, fédération et encore plus à l'INSEP, qui est encore plus réputé pour être fermé, quoi. ouais. Après, moi, je ne suis pas dans la fédé, tu vois. Je suis, entre Oui, guillemets, tolérée, je pense. ouais, Voilà. Mais les athlètes l'ont dit à leur entraîneur. Ils ont dit, bah, voilà, nous, on veut finir plus tôt. Enfin, il y a une athlète, notamment, qui a dit, bah, moi, Marie, elle peut venir que tel jour. Je finis un peu plus tôt l'entraînement. Voilà. Ils ont aussi aménagé leur emploi du temps. Et il y a le DTN qui était venu, donc Stéphane Traîneau, qui était venu me voir, qui m'avait dit, bah, alors, tu fais du pilates, tout ça. Je lui ai dit, ah non, non, je ne fais pas du pilates, c'est du yoga, je fais du gasquet, machin. Et voilà, il n'y avait pas eu de trucs en disant ouais, mais bon, il faudrait que tu nous formes pour que ce soit nous qui le faisions. d'accord. J'étais pas accueillie à ouvert, mais en même temps, voilà, j'ai pas eu d'obstacle. Ok. Bon. Mais tu es resté à ta place aussi, Ouais, ah bah oui, oui, clairement, évidemment. oui. Mm. J'étais très- Et qu'est-ce qu'a apporté les méthodes de Gasquet? Donc, on va poser la même question après pour le yoga. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta pratique de l'ostéopathie des sportifs comme ça? Bah alors en fait moi ça a été la révélation parce que je me suis dit que j'avais enfin des outils de prévention parce que moi mon credo ouais, c'était vraiment la prévention. Je disais aux gens moi je veux que vous arrêtiez de venir me voir. Clairement je veux pas vous voir. Je veux que vous alliez bien et que vous ayez besoin de moi 1 fois dans l'année, voilà 2 fois pour faire un petit check-up. Donc j'avais vraiment cette notion de prévention. Bah, moi en Calédonie par exemple je fais pas d'urgence. J'ai pas de créneau. J'ai 1 mois d'attente. Je n'ai pas de créneau d'urgence. J'ai des remplaçantes, j'ai une assistante qui faisait les urgences le soir quand moi je partais, parce que mon truc, c'était la prévention. Donc, ma patientèle s'était adaptée, en fait, et j'avais que des gens que je voyais qui n'avaient rien. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Et c'est un peu ce que j'ai voulu faire comprendre aux sportifs en leur disant qu'eux, ils étaient à même à se blesser tous les jours, 2 fois par jour même, puisqu'ils ont 2 fois d'entraînement par jour.
ils ont des impacts, ils ont des chocs. Alors, le judo, en plus, c'est violent, c'est tout ce qu'on veut, c'est pas du tout ergonomique et tout. Mais du coup, je leur ai dit, il faut faire de la prévention. Il faut qu'au moins, il y ait des petites choses que vous fassiez en dehors qui vont éviter de vous blesser. Et avec la méthode de Gasquet, c'était ça que j'avais. C'était la manière de s'asseoir, la manière de se relever, la manière de porter, la manière de respirer. Et c'est ça que j'essaye de leur amener petit à petit. Franchement, c'est dur. C'est Pourquoi? hyper compliqué. Parce qu'en fait, ça change toute leur manière de faire. Et en fait, c'est un peu… alors, j'arrive pas en leur disant ce que vous faites, c'est de la daube, évidemment. Mais ils ne voient pas pourquoi ils changeraient, alors qu'ils ont déjà été champions olympiques, ils ont déjà été champions du monde. Ils ne voient pas pourquoi ils changeraient. En fait, ça a marché. Donc, pourquoi ça s'arrêterait de marcher, en fait? Ouais. Donc, et ça, c'est super dur. Et j'en ai discuté du coup avec mon chéri, parce que je lui disais, mais quand même, vous voyez bien que les mecs, ils ont des hernies inguinales, ils ont des hernies discales, elles ont des descentes d'organes, les meufs, elles se pissent dessus. Il y a bien un problème quand même. Et il me disait, déjà, il y a plein de trucs, on n'en parle pas. Ah, bon, donc c'est cool. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, on n'en parle pas. Ou alors, on le sait une fois qu'elles ont les enfants. Donc, en général, c'est quand elles ont fini leur carrière. Donc là, forcément, elles ne vont pas forcément imputer ça au sport. Elles vont dire, ah bah oui, mon périnée, il était trop tonique. Enfin bon, il y a toujours des excuses. Et puis, il m'a dit, mais il faut que tu te mettes dans la tête d'un sportif de haut niveau. Ça a marché. Ils sont très fétichistes. Donc, on connaît Nadal avec tous ses tics et machin. Ils ont tous leurs petits trucs. Il y en a un qui prie, l'autre, il a son sac machin, il a son t-shirt truc muche. Enfin bon. Donc, en fait, ils ont leur entraîneur qui doit être sur la chaise. Ils ont leur coach qui les a fait gagner le premier championnat du monde en 2008. Donc là, il revient en 2018. Donc, c'est sûr que pour les Jeux Olympiques de Tokyo, je vais gagner. Ils ont tous leurs petits trucs comme ça. Ce qui fait que moi, je leur dis, vas-y, tu vas changer. Au lieu de faire du développé couché avec les pieds par terre, tu vas les mettre en l'air. Le mec, il perd 30 kilos. Forcément qu'il n'a pas envie. Ça ne lui plaît pas ce que je lui dis. Donc, il faut y aller tout petit peu par petit peu en lui faisant ressentir que dans son corps, c'est plus confortable ou c'est moins douloureux. Et là, petit à petit, ça peut changer. Mais c'est difficile par rapport aux sportifs. Et puis après, tu as tout le staff derrière. Parce que le staff, lui, il n'a pas été formé au yoga, il n'a pas été formé aux techniques de respiration. Lui, il est à l'ancienne. Les entraînements, en tout cas de judo, je ne parle pas des autres disciplines que je ne connais pas, mais les entraînements de l'INSEP, c'est les mêmes que mon chéri faisait quand il était athlète. Donc, on fait des pompes, on y va. Si tu vomis, c'est que tu as un bon entraînement. Comme les meufs qui font du crossfit, quand elles se pissent dessus, c'est qu'elles ont fait un bon entraînement. C'est des trucs, des croyances, et c'est super dur à changer. Ouais, mais il y a Jean-Marcel Ferré, le médecin qui avait suivi l'équipe de France, notamment en 98, là, pour la Coupe du Monde de foot, qui racontait un athlète qu'il avait suivi, qui avait mangé trois côtes de bœuf avant un match, qui avait mis 3 buts. Et du coup, après, quand le médecin lui a dit, mais c'est n'importe quoi ce que tu as fait, il ne faut pas faire ça, il a fait, ouais, mais j'ai mis 3 buts, donc laisse-moi faire, je vais recommencer. Et le médecin Jean-Marcel Ferré lui a dit, ok, vas-y, tu recommences. Mais si tu ne mets pas 3 buts, derrière, tu m'écoutes. Évidemment, il n'a pas mis 3 buts, donc il a pu changer ses habitudes. Mais ouais, c'est très, très présent. Un peu… Et puis tu les comprends. Enfin, tu ne peux pas non plus leur reprocher en leur disant, mais c'est débile ta croyance. Enfin, tu vois, quand on sait maintenant qu'avec toutes les études, qu'on sait que tout ce qui est l'environnement, les croyances, l'émotionnel, tout ça, que c'est hyper important, il ne faut pas que le mec il se soit pris la tête avec sa meuf la veille. Il y en a, il faut qu'il fasse l'amour, d'autres, il ne faut pas qu'il fasse l'amour. Enfin, c'est super dur. Donc, quand tu vois qu'il y a tout ce système autour, tu ne peux pas arriver en disant, maintenant, c'est fini, le gainage, c'est comme ça, les crunchs, tu arrêtes. Et voilà. Alors, c'est en train de changer petit peu par petit peu, puisque la méthode de Gasquet, elle rentre à l'INSEP avec la Fédération de gymnastique. Et par le judo aussi, ils ont fait une intervention, donc grâce à moi, grâce à mon chéri. On a réussi à réunir le staff médical et les entraîneurs nationaux de l'équipe de France de judo. Et il y a Bernadette de Gasquet et les formateurs certains formateurs qui ont été là-bas faire une intervention. Et ils ont tous dit, c'est génial, formidable, on va faire ça. Sauf que derrière, tu n'as pas de suite. Parce qu'en fait, il faudrait que les entraîneurs viennent se former. Les mecs, ils partent 300 jours par an à l'étranger. On est à 8 mois des Jeux Olympiques. Enfin, ils ne vont pas changer leur mentalité. En fait, ils se disent, oui, on fera ça quand on aura le temps. En fait, tu as envie de dire, non, c'est de la prévention pour le corps de tes athlètes pour qu'ils durent longtemps. Mais eux, ils ne voient pas ça. Eux, ils voient des médailles tout de suite. Et comme les méthodes d'avant, elles ont marché, on fait des crunchs. Et voilà. Clairement, c'est ça, quoi.
faudrait partir d'en haut pour former tout le monde, mais en même temps, ils n'ont pas le temps. Donc, tu essayes de partir de l'athlète, mais en même temps, lui non plus, il n'a pas le temps. Et puis, tu as son entraîneur qui lui dit si tu n'as pas fait tes 1000 squats ou tes 1000 crunchs, je ne sais pas quoi, attention, ta prépa physique, elle n'est pas bonne. Et donc, le préparateur physique, il continue de le faire pousser avec les pieds par terre, il continue de lui faire bloquer son souffle quand ils font du tirage. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas arriver en disant ça c'est pourri, ça c'est pourri, ça c'est pourri. T'es qui toi? Ils vont me dire t'es qui? T'es préparateur physique? Non. T'es sportif? Non. Ils vont me dire t'es un loukoum, laisse tomber, t'es pas crédible. Bon bah voilà, donc c'est pas, voilà, faut y aller vraiment petit peu par petit peu et ça passe par le ressenti en général. Et s'adapter aux patients à chaque fois, quoi. Ouais. Mathieu, tu as une question à relayer de Thierry. Oui, tout à fait. Ouais. Thierry posait la question de savoir, selon toi, quel était l'apport de l'ostéopathie dans le cadre du sport de haut niveau. Alors moi, je pense que c'est super utile. Par contre, je pense qu'il faut des séances souvent parce qu'en fait, ils se cassent de partout tout le temps. En fait, c'est des gens normaux, mais qui font en une journée, ils font la semaine des autres gens. Donc, ils ont un nombre incalculable de raisons de se faire mal et d'occasions de se faire mal, que ce soit dans leurs gestes sportifs ou dans leur quotidien. Et en plus, comme ils sont déséquilibrés très souvent, sauf les sports symétriques, mais en fin de compte, il n'y en a pas tant que ça. Comme ils sont déséquilibrés, tout est démesuré, tout est, démultiplié. Disproportionné. Ouais, disproportionné, démultiplié, tout. Donc en fait, je pense vraiment que l'ostéo, c'est utile. Moi, ça m'est arrivé de faire des séances à Teddy une fois par semaine, dans le meilleur des cas, parce que c'est pareil, ils ont un emploi du temps de ouf. Il y avait toujours quelque chose. Et ce n'était pas toujours la même chose en plus. Donc, il y a des trucs qui reviennent de manière régulière parce que c'est leur geste sportif qui est comme ça. Mais il y a des fois des trucs, le mec, il s'est cogné la tête, je mets les mains sur son crâne, je lui dis, je ne savais pas qu'il s'était cogné la tête. Je mets les mains sur le crâne, je dis, mais t'as fait quoi à ta tête? Il y a quelqu'un qui t'a shooté? Parce que moi, je me suis dit, ça y est, c'est son sparring qui lui a mis un pain sans faire exprès. Il me dit, mais non, je me suis relevé, je ne sais plus quoi, sous son coffre de voiture ou sous le placard, un truc comme ça, et il s'était éclaté la tête. Mais je lui avais demandé s'il s'était passé des trucs, et lui, il ne pense pas que c'est grave. Sauf qu'en fait, il doit le faire avec une telle énergie, en plus, comme il est grand, il doit se cogner tout le temps la tête, que du coup, ça a impacté hyper fort. Et bon, bah, c'était pas un truc vital, mais bah, voilà, si ça, on l'enlève pas, c'est ce que ça a comme conséquence. Donc moi, je préfère enlever au fur et à mesure, déblayer, puisque de toute façon, il y a tellement de trucs que voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Et donc, du coup, tu n'as pas une petite frustration par rapport à ton approche, justement, qui est plus préventive, etc., et plus long terme dans ton cabinet, et ces sportifs qui sont complètement occupés. Grave, là, c'est vraiment en tout cas avec ceux que je suis, c'est du ponctuel. Enfin, du ponctuel, oui, un peu, pas du symptomatique, parce que quand même, quand je les vois une heure, j'arrive à faire, oui, le symptomatique, mais des fois, j'arrive à les voir plus longtemps. Donc, des fois, dès que j'ai du temps, je les garde 1h30, 2 heures. Quand je vais à domicile, c'est pareil, je sais que j'ai tout le temps, donc des fois, je finis à 22h, mais c'est pas grave, au moins, j'ai fait tout ce que je voulais. Et j'arrive à faire quand même un traitement de fond. Mais bien sûr, c'est frustrant, donc j'essaye quand même de leur glisser 2-3 trucs sur leur périnée, sur la respiration, sur pas pousser dans le ventre. J'essaye de faire des petits liens comme ça. Mais voilà, mon chéri, il m'a dit sois pas non plus trop insistante parce que tu vas les gaver. Et du coup, après, ils vont plus te rappeler. Donc, tu auras complètement perdu le fait de pouvoir leur passer un message. Donc, en fait, il faut jongler. C'est super dur d'arriver à passer un message. Ouais. Le plus facile que j'ai par rapport à la prévention, c'est qu'en fait, quand tu arrives à recouper les pathologies et que par le médecin ou par le dossier médical, tu apprends qu'il y a eu des antécédents et qu'en fait, il y a un lien entre les deux, tu vois, les adducteurs, la pubalgie, les machins, qu'il y a un lien, tu te dis, bah, tu vois, en fait, là, ta petite hernie ou ta petite pubalgie que tu t'es fait, et bah, c'est en relation avec ton adducteur de l'autre côté. Et là, le mec, il me fait, ah, bah, dis donc, bah, le mec, la fille, peu importe qui j'ai suivi, mais ils te font, ah ouais, mais donc il y avait un lien, c'était en lien les deux. Bah, tu fais, bah ouais, et là, ils se disent, ah ouais, donc ma blessure d'il y a 4 ans, elle n'est pas résolue et maintenant, j'ai encore des problèmes. Et là, ils commencent à se dire, il y a peut-être un truc à faire en traitement de fond. Mais tu vois, il faut que tu attendes qu'ils se blessent, quoi. Donc, c'est quand même dommage. C'est pas ça la prévention. Bah oui, pardon, tu avais fait une très bonne transition tout à l'heure. Tu avais parlé de symétrie. Et en fait, quelqu'un posait une question de savoir si tu prenais en compte les spécificités de chaque judoka, soit dans leur goût par rapport à telle ou telle technique, soit du fait qu'ils soient droitiers, gauchers ou leur catégorie de poids. Ouais. Alors, catégorie de poids, non, parce que j'ai toutes les catégories de poids. J'ai des représentants de toutes les catégories de poids et c'est pas forcément les plus lourds, les plus cassés ou les plus petits. Voilà, non, il n'y a pas là-dessus, je n'ai pas de spécificité par rapport au poids. Par contre, voilà, droitier-gaucher, en général, ils ont une asymétrie. Ils ont une technique particulière et du coup un mouvement particulier, que ce soit un mouvement d'épaule, un mouvement de hanche.
Et du coup, tu as tout le corps qui est vrillé dans ce sens-là. C'est très asymétrique au niveau des muscles. Et en fait, tu as, les pathologies en fonction, en fait. S'ils tombent toujours du même côté, c'est toujours la hanche qui va être impactée du même côté. Donc, tu retrouves quand même des trucs en fonction de leur mouvement préféré. Ouais. Ça, il y a une asymétrie, ouais, c'est clair. Donc, du coup, donc ça, c'est plus par rapport à mon approche perso de l'ostéo dont je t'ai déjà parlé. La compréhension du sport comme environnement, créant des contraintes sur le sportif, pour toi, ça, tu y réfléchis beaucoup, quoi. Alors, j'ai pas trop le temps en fait d'y réfléchir beaucoup parce qu'en fait, comme moi, j'ai envie de. Parce que j'ai aussi le truc j'ai envie qu'ils sentent qu'ils sont bien dans leur corps pour qu'ils aient envie de continuer. Tu vois, il y a aussi ce challenge-là, en fait. Parce que sinon, s'ils ne voient pas l'utilité, ils ont tellement de choses à faire dans leur journée, entre les sponsors, les machins, leur vie privée, qu'ils vont zapper l'ostéopathie. Donc, en fait, je veux en gros qu'ils sentent que c'est nécessaire, alors indispensable, je ne sais pas, mais nécessaire, que ça leur fait du bien. Du coup, il faut qu'ils sentent que leur corps va bien. Donc, je suis obligée de quand même faire des trucs, oui, qu'ils vont sentir. Ce n'est pas que ce que moi, j'ai envie de faire. Je m'adapte un peu à leur truc. Ce qui fait que je suis obligée de ne pas trop tenir compte Enfin, c'est comme si je fais un traitement global pour qu'ils sentent que ça va vachement mieux tout leur corps. Donc, je ne fais pas que leurs symptômes, mais en même temps, j'en tiens compte. Mais je n'ai pas le temps d'y réfléchir beaucoup. Tu vois, je ne suis pas en train d'analyser chaque geste. Voilà, ça, je ne l'ai vraiment pas fait. Par contre, je leur demande ce que c'est leur spécial. Et en fait, je sais qu'ils vont énormément travailler ce truc-là. Donc, retourner. Donc, il y en a une, c'est le trapèze et la hanche parce que c'est le mouvement qui veut ça. Donc, en fait, je sais que ces trucs-là, il faut absolument que je les travaille. Donc, ça t'impose quand même une connaissance des techniques du judo, une certaine. Tu as été un peu obligé d'apprendre à savoir ce qui se passait dans leur pratique. Ouais. Après, je ne suis pas allée dans le détail, tu vois, des appuis, de quand est-ce que tu te penches, est-ce que ton centre de gravité, tu le mets en avant, en arrière. J'ai le mouvement global et je vois quel geste ils font de manière répétée, là où ça ferme, là où ça bloque, là où ils sont obligés de se. Et là, j'ai la solution, quoi. J'ai la zone. Ok. On a une autre question, c'est faut-il aller jusqu'à la blessure pour réaliser qu'un athlète a été trop loin? Alors là, c'est une bonne question. Pour que eux, ils réalisent qu'ils ont été trop loin, oui, je pense, parce qu'en fait, il n'y a qu'au moment où ils sont stoppés dans leur entraînement qu'ils se disent j'ai peut-être quelque chose que j'ai pas fait bien. Et à ce moment-là, ils sont un peu plus vulnérables, donc tu peux leur passer des messages. Pour les gens normaux, bien sûr que non. Moi, je suis pour dire qu'il ne faut pas aller jusqu'à la blessure pour savoir que tu vas trop loin. Par contre, il faut avoir une super connaissance de ton corps, un super ressenti, et c'est pas tout le monde. Hein. Souvent, ils se fient à la douleur. Tu vois, t'as mal. Enfin, ils font des EVA en fait régulièrement. Les entraîneurs, ils se prennent un choc, par exemple, sur le tibia. T'as mal à combien? 5. Bon, c'est bon, on continue l'entraînement. Si le mec il commence à dire 8, tu commences à t'inquiéter. Mais tu vois, c'est beaucoup la douleur qui gère, la douleur, la blessure, parce que oui, là, ils ont vraiment été trop loin. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. D'accord, plus la douleur que des tests, par exemple. Alors sur les gros trucs, ils font des tests, mais où ils font directement les examens médicaux, en fait. C'est pareil, quand ils ne pas, c'est direct IRM, échographie, voilà. Ouais. Donc, ils font direct des examens médicaux pour éliminer les trucs un peu, voilà, s'il y a de la gravité. Mais sinon, ouais, si le mec il te dit qu'il est à 3, au pire, tu découvriras après qu'il s'est fait un claquage ou qu'il a une entorse, mais s'il te dit 3, il continue l'entraînement. Après, c'est un sport de combat. C'est pas parce que tu te retournes ton ongle que le jour de la finale des Jeux Olympiques, tu vas dire « Oh, il faut arrêter parce que machin ». Tu vois, c'est aussi beaucoup ça. C'est marche ou crève, quoi, en gros. Donc, tu as vu souvent l'imagerie passer avant la clinique? Alors, souvent, je ne sais pas parce que je n'ai pas non plus été à des entraînements souvent. Il y avait toujours le médecin quand même qui venait, qui disait « Tiens, je suspecte ça, je suspecte ça ». En tout cas, pour les athlètes que je suis, qui sont leurs petits bijoux, ils ont quand même assez rapidement un recours à l'imagerie. Ouais. D'accord. Et puis, c'est à 23h, hein, parce qu'il n'y a pas d'heure, bien sûr. Donc, il me faut une IRM. D'accord. Ouais. Mathieu, vous avez d'autres questions? Oui, ouais, complètement. Est-ce que tu as réussi à différencier l'approche que tu avais toi et celle des kinésithérapeutes sans forcément que ce soit un jugement de valeur, mais dans l'intention ou dans la démarche? Alors oui, moi j'étais dans la démarche de apprendre, me diversifier, comprendre, me former, ce que eux n'avaient pas forcément. C'est un peu comme s'ils étaient dans une espèce de routine, tu sais, ils sont salariés, c'est un peu acquis.
c'est comme, alors peut-être ils n'ont pas le temps, peut-être qu'ils n'ont pas les finances, je ne sais pas, je ne leur ai pas demandé. Mais en fait, c'est un peu comme si c'était, on ne se met pas à jour des nouvelles connaissances. Clairement, moi, quand j'ai fait une formation sur les ventouses, parce que j'avais une athlète qui avait fait des ventouses dans un autre pays qui m'avait dit c'est génial, je me suis dit, bah voilà, ça lui fait du bien, ça avait été vraiment top pour elle, je vais me former aux ventouses. Donc, je suis allée me former aux ventouses et elle m'a dit, mais Marie, mais il n'y a aucun kiné de l'INSEP qui s'est formé aux ventouses, alors que c'est quand même pas la technique la plus récente du monde. Donc, en fait, voilà, cette démarche de comprendre, d'amener des nouveautés, tout ça, les anciens, ils ne l'ont pas forcément. Enfin, les kinés installés depuis longtemps, ce n'est pas forcément des vieux, mais les kinés installés depuis longtemps. Et puis, moi, j'avais toute l'approche yoga. Donc, en fait, yoga, étirement, gainage profond avec le périnée, avec la respiration. Et ça, c'est vrai que c'était un petit peu différent. Et forcément, les kinés n'étaient pas formés en deux casquettes, donc ils n'avaient pas cette approche-là. Et dans l'ostéopathie, par rapport à ta réflexion d'ostéopathe, qu'est-ce que tu penses amener comme plus-value par rapport, enfin plus-value, pardon, c'est un côté connotant de hiérarchie, je suis désolé, de différent par rapport à l'approche du kinésithérapeute? Le kiné, ils sont là pour étirer en fait. Ils font des étirements, beaucoup. À la fin de la séance, les athlètes ils se mettent sur le dos comme ça et puis les kinés ils viennent et puis ils les étirent passivement. Moi, je leur dis déjà, vous allez faire vos étirements actifs. Donc ça, ils n'aiment pas forcément. Parce que étirement passif, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Toi, tu n'es pas en train de maîtriser ton corps et de maîtriser ton mouvement. Donc moi, je leur propose des étirements actifs, issus du gainage et du yoga, bien sûr. Et puis, au niveau ostéo, je suis moins systématique, tu vois. Il y a des trucs, je leur ai fait, je pense que ça faisait des années que c'était là. Des chevilles, des machins bloqués, des trucs, des coudes et tout ça, où tu as l'impression que, en fait, comme il ne s'est jamais plaint du coude ou elle ne s'est jamais plaint de son épaule, on ne lui a jamais regardé. En fait. C'était peut-être trop symptomatique, leur approche, par rapport à l'ostéo qui était un peu plus globale. Ok, j'enchaîne alors. Il y a une autre question, c'est est-ce que tu aimerais avoir ton mot à dire sur la préparation physique avec les constats que tu fais en séance? Ah bah oui, j'adorerais. J'adorerais, sauf qu'en fait, peut-être que c'est moi qui me sens pas légitime, mais étant donné que je suis pas préparateur physique, le mec qui les prépare, c'est le gars de l'haltérophilie, c'est un mec qui bosse dans l'haltérophilie, dans l'équipe de France d'haltérophilie. Je me vois mal arriver en disant alors, tu sais quoi, les mouvements que tu leur fais faire, c'est pas terrible en fait. Tu sais, tu pousses sur leur périnée et puis ils vont se faire une hernie discale et puis la pubalgie, c'est en relation, machin. C'est pareil, le gars, il a eu des résultats, il a eu des champions, il est hyper crédible dans le milieu. Voilà. Il ne s'est même pas posé la question. Il n'est jamais venu me voir. En fait. Il est très gentil, il est très sympa. Tout le monde me dit qu'il est cool et tout, qu'il est très bon. Mais on n'a jamais eu d'échange. Donc, je me vois mal dire, toujours voilà, avec les croyances, la crédibilité, de dire moi, je suis ostéo, je fais du yoga, je ne suis pas sportif de haut niveau. Je vais arriver et lui donner des conseils sur la préparation physique. Tu vois, c'est un peu limite, quoi. Alors qu'en plus, ce serait crédible. Ce serait, pas on dit crédible, mais Tu pourrais comment on dit, apporter quelque chose, quoi. ce serait pertinent, bien sûr. Parce qu'en fait, faire un développé couché avec les pieds au sol, tu n'es pas en train d'utiliser tes bras, tu es en train d'utiliser tes jambes. Donc, c'est un développé couché ou un développé un jambier. Tu vois, en fait, tu as envie d'adapter les postures pour qu'ils se blessent moins et puis qu'ils ne soient pas en train de cambrer comme des oufs. Là, tu as envie de juste lui pointer du doigt. Tu en discutes avec les préparateurs physiques, les kinés? Non. Non. Ah non, je n'ai pas accès avec les préparateurs physiques. Quand il est en prépa physique, quand ils sont en prépa physique, moi, je ne suis pas là. Moi, je viens après les entraînements ou je viens entre deux entraînements. Donc, en général, les préparateurs physiques ne sont plus là. Les kinés, je les ai vus étirer un des athlètes que je suivais. Et à côté, j'étais en train de faire une séance de yoga à une autre athlète. Et ça n'avait rien à voir, en fait. Voilà, c'était des trucs plus passifs chez le kiné. Et elle était en train de galérer à faire ses torsions et tout ça. C'était pas du tout la même chose. Le kiné, il n'est même pas venu me voir pour me dire mais ils sont bizarres tes étirements, tu les fais faire quoi? Ah oui. Ils doivent se dire oh, c'est un truc de gonzesse. L'autre folle, elle vient là avec sa fleur faire du yoga à l'INSEP. Laisse-la faire, ça les amuse. Voilà, ça doit être un truc de. Okay. Ça les a pas intéressés, j'ai l'impression. Il y a un petit gap, un petit manque de communication, quoi. Ouais. Et par rapport au… Alors, il y a une question qui est un peu technique, là, on reviendra dessus après, là, dans le chat. Pour revenir à une question plus globale avant, par rapport aux compétitions, comment s'articule ta prise en charge avant, après, pendant? Est-ce que c'est uniquement à la demande du sportif ou… Alors, c'est souvent à la demande du sportif parce qu'il s'est fait un PET, par exemple. Donc, il dit, il faut que je vois Marie, voilà, parce que c'est important. Des fois, c'est juste un petit check parce qu'il se dit, ça le rassure, en fait. Pendant les compétitions, moi, je ne suis pas là.
au championnat du monde à Budapest, j'avais réussi à avoir un accès, mais en fait, j'avais traité le staff de la fédération internationale, je n'avais pas traité les athlètes parce que j'avais pas accès en fait au tapis d'entraînement, parce que c'est hyper verrouillé en fait sur les compétitions internationales. Tout le monde ne rentre pas comme ça. Et puis pendant la compétition, clairement, ils ont besoin de leur petit nounours, là, leur petite personne phare. Donc, j'en fais pas partie. C'est pas le moment de faire de l'ostéopathie. Donc, pendant la compète, je ne suis jamais. En prévention, ouais. En prévention et après. Souvent, après une compète, quand ils se sont bien massacrés, qu'ils ont, ils ont pris des pètes ou ils ont eu des combats un peu durs, là, ils se disent il faut que je fasse de l'ostéo. Donc, souvent, en post-compétition, je les vois le lendemain ou le surlendemain. J'essaie de me libérer ou le soir même de la compétition à l'hôtel ou un truc comme ça. J'essaie d'aller leur faire une séance d'ostéo pour un peu faire reset, éliminer tout de suite les pets qu'ils auraient pu avoir en plus pendant la compétition. Et dans les creux de saison, un peu aussi, peut-être? Ouais, alors en fait, comme d'habitude, hein, c'est super difficile entre leurs emplois du temps, les voyages, les stages à l'étranger. Parce que les stages à l'étranger, c'est les kinés qui partent. Enfin, il y a un kiné qui part avec le médecin, donc pas d'ostéo. Parce que tout ça, c'est aussi une question de finances. Hein. Ils ne vont pas payer une ostéo pour deux athlètes qui ont demandé. Voilà, ils estiment que c'est un peu plus du traitement de fond. Et du coup, en saison creuse, j'arrivais à faire des fois au début une séance par mois. Et j'ai dit, mais non, mais il faut faire une séance tous les 15 jours. Donc, on a accéléré un peu le rythme, une séance tous les 15 jours. Et puis, dernièrement, là, juste avant le confinement, je faisais une séance par semaine pour certains athlètes. Et des fois, je faisais ostéo ou yoga. Il y en a une que je suivais en ostéo et en yoga. Et du coup, elle me disait, quand on avait un rendez-vous, elle me disait, là, je me suis fait mal à l'entraînement, j'ai plus besoin d'ostéo. Donc, hop, on faisait ostéo. Et puis, si ça allait à peu près, on faisait plus yoga. Okay. Et est-ce que tu as remarqué une différence? Je vais te donner la parole après, Audrey, pour ta question. Tu activeras ton micro. Est-ce que tu as trouvé une différence dans ton ressenti en règle générale entre un judoka et par exemple je sais pas, un footeux ou un tennisman? Est-ce que tu as remarqué une différence? Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir d'autres sports de haut niveau entre les mains. Vraiment, j'ai fait que le judo. Sans que ce soit le haut niveau. Ouais, sans que ce soit le haut niveau. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que le sport soit fait intensément, je veux dire, au niveau fréquence et intensité, pour que ça imprime les trucs. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas se blesser en faisant leur footing de la semaine, mais pour que ça modèle ton corps, il faut quand même avoir une certaine dose d'entraînement, tu vois. Et donc, c'est vrai que mes patients que j'avais à Paris, j'avais pas beaucoup de sportifs réguliers. Il y en avait beaucoup qui faisaient du yoga ou beaucoup qui faisaient plus des trucs un peu doux, puisque l'Institut de Gasquet, mon cabinet, il est dans l'Institut de Gasquet. Donc forcément, j'avais beaucoup de gens qui venaient à l'Institut et qui entendaient parler de moi, ou des gens dans les formations. Donc j'ai eu plus des gens comme ça qui étaient en remobilisation, en recherche de mouvement suite à des pathologies. J'ai pas eu beaucoup de sportifs. Et en Calédonie, il y a beaucoup de trails. Est-ce que j'ai eu des différences de ressenti? Il y a le côté volume musculaire, en fait. Parce que les sportifs de haut niveau, c'est compact, il y a plein de muscles partout. Enfin, heureusement, d'ailleurs, pour eux. Mais du coup, voilà, la quantité de chair, de masse, ça, c'est une différence. Mais au niveau ressenti ostéo, pour moi, il n'y avait pas trop de différence. D'accord. Il faut vraiment que le sport soit pratiqué très régulièrement pour que le corps s'adapte à ce sport un peu, quoi. Ouais, j'ai Donc ça peut être fait dans l'amateur aussi, hein, parce que c'est pas que. Ouais. Eux, ils sont pas adaptés, ils sont déformés, hein, clairement. Ils sont très, ils sont modelés. Je ne sais pas si on peut dire déformés, mais ils sont modelés par leur sport. C'est clair que voilà, quand tu fais 4 heures de judo par jour, toujours dans le même sens, évidemment que ton corps, et puis depuis que tu as 5 ans, évidemment que ton corps, il s'est construit autour de ça. C'est très particulier, quoi. Bon, du coup, c'est le bon moment pour qu'Audrey, tu poses ta question. Question de transition. Transition. Tu peux activer ton micro, on t'écoute. C'est bon, ça fonctionne? Oui. Ouais. Bonjour Marie, merci pour le partage de ton expérience. C'est regrettable que tu puisses pas plus intervenir sur les contenus de prépa physique, surtout au vu de la formation et des compétences que tu as développées. Après, je pense que par expérience, ça doit dépendre des staffs avec lesquels tu vas bosser. Et voilà, c'était juste, je voulais dire ça en introduction. Ouais. Concernant la question un peu technique,
Tu as parlé donc à 2 reprises du développé couché pied en l'air versus développé couché power où on met les pieds au sol. Alors, la première question, ça serait dans quel but tu l'utilises et quand est-ce que tu le proposes au judoka? Quand est-ce que tu proposes de modifier le développé couché? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as observé? Est-ce qu'il y avait des dysfonctions particulières? Et voilà, pour voir un petit peu ça. Ok. Alors déjà, comme je disais, comme j'ai pas accès à la prépa physique, je propose rien parce qu'en fait, j'ai pas je vais jamais aller leur dire, au fait, ton développé couché, je l'ai vu sur Facebook, il est pourri. Je vais jamais leur dire ça. Par contre, j'en parle à mon chéri parce que j'essaye par lui qu'il arrive à modifier, à dire, tiens, bah, aujourd'hui, tu vas faire lui, il le fait sous forme de jeu en fait parce que c'est un peu des joueurs aussi les athlètes. Hein. Donc c'est, ah bah tiens, aujourd'hui, on va faire le développé couché sans mettre les pieds par terre. Allez. Tu vois, en proposant des trucs comme ça, il va leur faire ressentir des choses différentes. Moi, ce qui m'embête dans le développé couché pied au sol, c'est qu'en fait, tu es arc-bouté sur ton dos et en fait, tu cambres à fond au niveau des lombaires. Hein. Ça se voit, tu es en train de forcer comme un ouf sur tes pieds. Et le truc, c'est que le développé couché, si tu regardes le mouvement, c'est pour pousser avec les bras et les pecs. Donc, en fait, ça ne sert à rien de pouvoir utiliser les pieds. C'est comme si tu dénaturais le mouvement. Si tu veux muscler tes pecs, on va essayer de neutraliser tous les autres muscles que tu pourrais utiliser pour vraiment se focaliser sur ce muscle-là. Mais encore une fois, comme ils sont moins performants parce qu'ils vont moins pousser, vu qu'ils n'utilisent pas leurs pieds, ils vont moins pousser, donc ils sont dégoûtés. Ils se disent, je suis nul au développé couché. Donc avant une compète, tu penses bien que pour leur estime 2, ça ne va pas du tout. Et est-ce que tu as remarqué des blessures récurrentes chez les judokas? Alors les doigts, ils se massacrent les doigts. Ils sont tous strappés, multistrappés. S'ils pouvaient s'attacher tous les doigts ensemble, je pense qu'ils le feraient. Donc les doigts, et c'est souvent arrachement. Hein. Donc en fait, tu n'as pas grand-chose à faire. C'est rarement des entorses. C'est souvent, ils tiennent le king comme ça et puis en fait, ils se font arracher. Enfin, l'autre, il tire sur le tissu pour te faire lâcher les doigts, tout en douceur, quoi. Donc en fait, donc ils se font arracher le tissu, mais c'est surtout qu'en fait, les tendons, ils pètent. Donc tu as vraiment des arrachements osseux et voilà, c'est pas des trucs très faciles. Ils ont tous les gros doigts, là, les grosses phalanges hypertrophiées. Ils peuvent plus plier les doigts comme ça, ni les tendres d'ailleurs. Donc les doigts beaucoup. Pas mal de luxation d'épaule aussi, parce que les chutes, forcément, tu tombes un peu de traviole, voilà, tu as ton épaule qui part. J'en ai pas beaucoup qui sont opérés des épaules, bizarrement, tu vois, ils doivent faire un renforcement musculaire de ouf et éviter de trop les opérer. Et puis les genoux, il y a aussi pas mal les genoux au niveau des croisés, ils ont tous un croisé, un ménisque, un ligament, hop, ils ont un peu de ménage là-dedans. Beaucoup les genoux, ouais. Et est-ce que… Après, oui. chez les femmes, tu as aussi tout ce qui est incontinence urinaire. Hein. Clairement, Oui. elles n'en parlent pas parce qu'elles pensent que ça va s'arrêter quand elles vont arrêter le sport, mais bon, c'est pas sûr. Ouais. Ok, malgré ton intervention. Ah, évidemment, tu penses bien. Il y a Alice qui demande un peu ta manière de travailler. Est-ce que c'est plutôt structurel, fonctionnel? Est-ce que tu as des affinités? Alors, plus fonctionnel de base. Moi, je suis plus fonctionnelle. Beaucoup de viscéral parce qu'en en fait, ils sont super blindés au niveau des abdos. Donc, en fait, il n'y a rien qui respire, il n'y a rien qui bouge. Ils sont verrouillés comme ça. Tout en fermeture, tout en crunch. Encore plus avec le judo parce que le but, c'est quand même de te protéger. Donc, ils rentrent leur cou, ils essayent qu'il n'y ait rien qui dépasse. Donc, ils ne sont jamais dans des positions en autograndissement. Donc, ça, moi, vu que c'est la méthode de Gasquet, enfin, c'est la base de la méthode de Gasquet, c'est vachement compliqué à appliquer pour eux. Ils sont un peu trapus comme ça. Et puis, donc beaucoup de fonctionnels parce qu'en fait, souvent, quand ils ont accès aux médecins, par exemple, ils vont les manipuler, les médecins. Donc, en fait, ils ont l'habitude de se faire manipuler ou alors ils se craquent entre potes, tac, je t'appuie sur le dos, je te craque le dos, tout ça. Ils ont un peu l'habitude de ce truc-là et du coup, en fait, ils voient bien que ça leur fait des trucs sur le moment, mais c'est pas très, très intéressant sur le fond. Donc, en fait, c'est pour ça que moi, je fais beaucoup de fonctionnels. Je trouve que ça leur pose plus question de se dire non mais l'autre elle me tripote le foie, elle me tripote je sais pas quoi, le nombril et puis en fait je vais mieux au niveau de mon dos. Ça les interpelle un peu plus. Et puis moi c'est plus de la philosophie de faire un traitement de fond correct quoi, et pas juste du bricolage d'articulation quoi. Même si j'en fais aussi évidemment. Tu leur expliques? Ouais, ah oui, je leur explique. Ouais, surtout quand tu mets les mains dessus et que tu fais alors il va falloir arrêter le sucre et que c'est la base de l'alimentation du sportif, le mauvais sucre évidemment. Il dit bon,
Donc, pareil, il ne faut pas parler trop de nutrition parce que tu n'es pas nutritionniste. Donc, d'où tu donnes des questions, d'où tu donnes des conseils, je veux dire. Donc, il faut glisser 2-3 trucs. Oui, mais la viande, c'est bon parce que c'est encore ce truc-là. Il faut manger des pâtes avant la compétition. Et la viande, ça donne plein de muscles. Donc, il faut manger plein de viande. OK. Ouais, ça, c'est ça, la vie dure. Ah, bah oui, ça c'est. Ouais, j'en ai Après, préféré en parler aussi. moi, j'essaye aussi, donc en technique, je fais beaucoup donc, du fonctionnel. Et puis, j'essaye de leur faire sentir le côté respiration et le côté étirement actif. Donc, pour un petit peu changer et amener autre chose que les kinés. Parce que je me dis, les kinés, ils vont faire un étirement. Je ne vais pas faire la même chose, ça ne sert à rien. Déjà, je ne les vois pas au même moment. En plus, il y a toute la problématique sur les étirements de est-ce que je m'étire avant, est-ce que je m'étire après, est-ce que je m'étire le lendemain. Donc voilà, je ne vais certainement pas rentrer dans ce débat-là, puisque voilà, il ne faut pas non plus vexer tout le monde. Et puis, tu ne peux pas leur dire de ne pas s'étirer parce qu'ils attendent que ça. Donc, en fait, tu ne sais pas trop quoi faire. En fait, c'est super compliqué. Si tu leur dis t'étires pas, ils vont dire ah ben Marie, elle m'a dit que je pouvais ne pas m'étirer. Oui, mais tu es très très raide quand même. Donc, il faut qu'à un moment, tu t'étires. Oui, mais j'ai pas le temps. Bon, bah, il faut supprimer un entraînement. Ah ben non, hors de question, il faut que je sois champion. Bon, bah, donc c'est le chat qui se mord la queue. C'est assez. On a un peu la même chose avec les patients en vrai, enfin les patients classiques, mais bon, eux, c'est encore un peu plus compliqué. Et du coup, voilà, je ne joue pas trop sur le côté muscle. En fait, j'essaye que aussi ce soit un moment de plaisir pour qu'ils aient envie de revenir. Donc, j'essaye de leur faire ressentir des choses et qu'ils puissent quand même profiter et se détendre un petit peu. Ça dépend des séances, évidemment. Donc, en plus du côté prévention, tu agis sur le côté récupération physique. Eux, en tout cas, les athlètes, eux, le ressentent, ça ou pas? Ouais, parce que après les compètes, souvent ils ont vu ça. Ils ont vu qu'en fait Ouais. ils étaient pas bien, tu vois, ils sentent qu'ils ont mal partout après la compète, et puis en fait tu fais une séance d'ostéo, et puis ils se disent ah ben en fait j'ai mieux récupéré, j'ai pu profiter de mes 2 journées de congé. Donc ils sentent quand même qu'il y a il y a un petit mieux, quoi. Ok. Ça, c'était la question de Rachel. Ça répond à ta question, Ah. Rachel. Alors, il y a Aubin qui demande, par rapport au musculaire, pourquoi pas du myotensif s'ils ont tendance à être gainés? Alors oui, j'en fais aussi. Le truc, c'est que très souvent, ils vont trop fort. Tu leur demandes de ramener leurs jambes, tu as tous les abdominaux qui se mettent en contraction, et là, tu leur dis, je t'ai demandé de ramener ton genou sur ton ventre, donc tu vas arrêter d'utiliser tout ça. En fait, ils n'arrivent pas, ils sont tellement gainés, mais c'est du gainage en raccourcissement, qu'en fait, dès que tu leur demandes un mouvement, tac, il y a tout qui se verrouille. Et moi, c'est pas mon but, parce que là, tu es en saturation, tu ne sens plus rien, tu ne peux plus rien faire. Donc, je leur demande beaucoup plus des mouvements fins. Tu vois, je leur explique que voilà, il faut qu'ils souffrent pendant qu'ils font l'effort, qu'ils vont relever leurs jambes et que ça ne doit pas bouger sous ma main. Donc, je leur fais un peu de proprioception en même temps pour qu'ils prennent connaissance d'autres choses dans leurs muscles plutôt que toujours contracter, contracter, contracter. Et du coup, le myotensif, ça leur ferait encore contracter des trucs. Donc, j'en fais des fois de temps en temps en leur demandant une toute petite contraction, tu vois, pour qu'ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose alors qu'ils n'ont pas mis une intensité de malade, quoi. Tu joues sur leur ressenti beaucoup. Ouais. J'essaye de leur affiner les trucs pour qu'ils comprennent que, pour qu'ils ressentent, pas qu'ils comprennent intellectuellement, mais qu'ils comprennent dans leur corps que en fait, c'est pas parce qu'ils font 1000 crunchs par entraînement que c'est bon pour eux, tu vois. C'est comme ça, j'essaie de leur faire passer le message que maintenant, il y a peut-être d'autres méthodes et que oui, les étirements, c'est pas que du passif et que, bon, si tu pouvais te tenir correctement dans ton quotidien, tu tonifierais ton dos, donc tu aurais un peu plus d'équilibre. Donc, voilà, j'essaye de leur passer des petits messages comme ça, mais vraiment, j'y vais au compte-gouttes. Et je suis hyper frustrée, hein, franchement, quand je reviens à l'institut et que les filles, elles me demandent, une Bernette, elle me dit alors c'est bon, tu as pu faire du gainage à tes athlètes? Bah, en fait, non, j'ai commencé à amorcer le fait que peut-être il y avait une autre manière de faire du gainage. Et, voilà, je leur en fais faire un peu dans les séances de yoga, mais il y en a plein qui disent que c'est pourri, que ça sert à rien, que bon. Ouais. C'est assez comme ça. Hein. Alors, je rebondis sur le compte-gouttes parce qu'il y a pas mal de questions sur les fuites urinaires et sur le gynéco. Ah oui, très bonne transition. Transition magnifique. Ah, Alors, il y a Lucie qui dit qu'elle a connu quelques athlètes de haut niveau qui avaient déjà des problèmes de fuite urinaire. Mais ce qui avait le plus marqué, c'était les problèmes hormonaux type aménorrhée. Est-ce que c'est un sujet que tu abordes? Est-ce que le côté hormonal, est-ce que tu travailles dessus, etc., etc.
Alors, j'ai pas suffisamment de nanas pour celles que j'ai, elles n'ont pas de soucis hormonaux. Mais il y en a beaucoup. J'en avais discuté avec mon chéri quand il était entraîneur de l'équipe de France. Il m'avait dit: ah, mais on a mis tout le monde sous pilule. Parce qu'en fait, tu comprends, s'il faut que leurs règles elles arrivent le jour de la compétition, c'est pas possible. Donc, en fait, c'est pilule pour tout le monde, comme ça, c'est réglé. On ne sera pas dérangé parce que, imagine, l'autre, elle a ses humeurs, l'autre, elle a ça coule, enfin, elle a mal au ventre, elle ne peut pas venir s'entraîner, ça leur fait sauter trop d'entraînement, donc, hop, rien à foutre du côté hormonal. Hein. C'était il y a 10 ans aussi, hein, mais c'était vraiment, on fait des médailles. Hein. Donc là-dessus, au niveau hormonal, moi, elles n'ont pas de soucis. Mais peut-être qu'aussi les mentalités ont changé et que maintenant, on leur autorise à avoir leurs règles. Moi, elles ne sont pas toutes sous pilule. Hein. J'en ai certaines qui ont leur cycle naturel et elles sont bien réglées. C'est vrai que j'ai entendu parler de ça dans les formations que je donne, de sportifs de haut niveau qui, en effet, avaient des aménorrhées ou des cycles irréguliers à cause de la pratique sportive intensive. Et tu as déjà eu des résultats, pour reprendre la question de Robley, sur des incontinences urinaires? Ah oui, alors c'est ça, oui, des incontinences urinaires. En fait, souvent, c'est des incontinences urinaires d'effort. Donc, en fait, elles vont rigoler un peu avec leurs copines et tac, il y a une petite goutte qui sort. Donc, elles se disent: oh, bon, bah, c'est parce que j'étais mal placée, j'ai trop rigolé, tout ça. Le problème de l'incontinence urinaire d'effort, c'est quand tu as une vraie descente de l'urètre. Et là, c'est chaud parce qu'en fait, il n'y a rien qui le fait remonter. Tu n'as pas ton petit muscle que tu vas contracter, il n'y a rien qui tient vers le haut. Et donc, très souvent, on va éviter d'aggraver le problème. Donc, sans passer tout de suite par l'opération des bandelettes, parce que souvent, elles sont jeunes. Mais en fait, il faut essayer de leur faire comprendre que c'est le fait de pousser beaucoup, donc avec notamment les abdos, avec les mouvements en raccourcissement. Tout ça, ça pousse vers le bas et c'est ça qui aggrave leur problème. Mais on en revient toujours au même truc. Si elles te disent: mais donc moi, je ne peux pas arrêter les crunchs, sinon je ne serai jamais championne. Donc, en fait, tu en reviens toujours au même truc. Pour elles, c'est pas grave, ça va s'arrêter après une fois qu'elles seront championnes olympiques et qu'elles arrêteront leur carrière, ça va s'arrêter. Mais sauf qu'en fait, non, pas forcément. Et il y en a, elles se détruisent vraiment et elles sont très très mal en point et elles s'en rendent compte, comme je disais tout à l'heure, au premier accouchement, où là, c'est l'hécatombe, elles ont des périnées hyper rigides. Donc, en général, les gynécos, ils arrivent, ils font: oh, dis donc, mais vous allez me casser les doigts. Bah ouais, mais c'est pas bon signe d'avoir un périnée hyper rigide. Donc, en fait, on devrait leur donner des exercices pour assouplir leur périnée. Mais les meufs, elles se tapent déjà 4 heures ou 5 heures d'entraînement par jour. Et en plus, il faudrait faire des exercices. Donc, il faudrait faire du yoga, il faudrait faire de la méditation, il faudrait faire des étirements, il faudrait faire des trucs pour le périnée. En fait, on leur demande des trucs pas impossibles, mais il faut que la meuf, elle soit motivée. Quoi. Enfin, il faut que les gens soient motivés. Et du coup, par rapport aux incontinences urinaires d'effort, souvent, moi, là où j'ai eu des améliorations qui étaient transitoires, c'est quand je travaillais beaucoup au niveau viscéral. Elle me disait: oh, j'ai l'impression que tu m'as remonté la vessie. Donc, je pense que techniquement, déjà de lâcher tout ce qui était diaphragme poussé vers le bas, tout ce qui était un peu digestif, un peu fibrosé, là, adhérent, pas mobile, tout ça, déjà, ça fait comme si ça pouvait remonter. Et du coup, la vessie, elle n'avait plus toute cette pression. Donc là-dessus, il y avait des résultats. Mais des fois, boum, elle recommençait et puis j'avais la même congestion la séance d'après. Hein. Et alors, il y a une question qui est aussi un peu sur ta prise en charge. Il y a Hugo qui demande si tu as dû te mettre à jour vis-à-vis de la prise en charge optimale pour ce qui est des pathologies ou des atteintes récurrentes dans le judo, comme les ménisques, acromioclaves, les doigts, les incontinences urinaires dont tu as parlé là. Et est-ce que tu utilises des méthodes particulières? Est-ce que tu utilises, est-ce que tu t'adaptes à tout ça avec des techniques spécifiques? Non. Non, non, en fait, c'est plus par rapport à l'athlète. Celle qui adore les ventouses, en gros, si je lui fais des ventouses, elle va mieux. Donc, des fois, je lui faisais de l'acupuncture sur des trigger points, tout ça, parce que ça lui avait fait du bien. Donc, en fait, c'est comme si je lui pose les ventouses, ça y est, hop, elle est rassurée, elle est détendue, je peux faire autre chose. Donc, en fait, je fais de l'ostéopathie classique, générale, holistique, mais je leur fais leurs petits trucs qu'ils aiment bien. Il y en a, ils aiment bien le travail au niveau de la bouche, avec le gant. Donc, pas à chaque séance, mais quand je teste le crâne et qu'il y a des petits soucis, même si j'aurais pas forcément été en intrabuccal, là, je vais aller tester, je vais quand même aller vérifier si en intrabucal, il n'y a pas quelque chose. Parce que je sais que c'est un truc bizarre, ça les fait rigoler, Ouais. voilà. Psychologiquement, comme celui qui veut que ça craque pour qu'il ait l'impression. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Et par rapport aux incontinences urinaires, par rapport à Lucie qui disait qu'elle avait eu des cas, à l'INSEP, c'est énorme la proportion. Il y a l'étude qui a été faite par, comment elle s'appelle, Docteur Maître, la gynécologue de l'INSEP,
qui montrait qu'il y avait 50% d'incontinence urinaire. Et en fait, ils ont fait des questionnaires évidemment anonymes où en fait, ils demandaient aux nanas si elles avaient des incontinences urinaires. Donc, elles ont toutes mis non. Et puis, la page d'après, c'était est-ce que vous avez déjà eu des fuites d'urine quand vous rigolez ou sur les efforts, tout ça. Et là, tout le monde avait mis oui. Donc, en fait, ils ont fait par sport et ils se sont rendus compte que le pire, c'était le trampoline. Les nanas, elles avaient des incontinences urinaires à 14-15 ans. Donc, il y en avait certaines qui n'avaient pas eu de rapport sexuel. Elles n'avaient pas eu d'enfants. Bon, c'est chaud quand même. 14 ans, bon, ça fait tôt quand même. Et il y a même il y a un urologue sur Paris qui était venu à l'Institut du coup pour témoigner et il nous disait qu'en fait, il avait des jeunes femmes, enfin des jeunes filles même, qui lui demandaient des opérations. Elle disait, mais moi j'en ai ras-le-bol de sentir l'urine tout le temps, je veux me faire opérer. Et en fait, elles étaient hyper jeunes, donc il leur disait, mais le problème c'est que tu peux pas te faire opérer. Enfin, si je t'opère maintenant et que tu continues ton sport, tu vas repousser tes bandelettes, ça va lâcher quoi. Et mais en fait, les nanas, elles étaient tellement obnubilées par je veux être championne, parce qu'il y a plein de trucs, hein, plein de croyances et plein de raisons de vouloir être champion, qu'en fait, elles voulaient quand même se faire opérer. Donc, ça commence très, très jeune, quoi. Donc, tu imagines, sur une carrière entière, les dégâts que ça peut faire. Parce qu'il y a les incontinences urinaires, mais après, il y a les prolapsus, il y a les problématiques de périnée, il y a les problématiques de hernie, les problématiques de fosse sciatique, enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui en découlent. Les douleurs au rapport et tout, enfin, bref. Tu pourras nous mettre le lien concernant cette étude? Peut-être dans l'événement Facebook, un truc comme ça? Il faut que je demande si j'ai le droit de la diffuser. Parce que nous, on l'avait eu à l'Institut de Gasquet. Je ne sais pas si c'était intra-INSEP ou quoi. En tout cas, voilà. Mais je vais demander. Si tu peux, ce serait, je pense, intéressant pour les personnes qui nous suivent. Écoute, je crois que c'est pas mal déjà. Est-ce que tu as une petite anecdote pour terminer à nous raconter? Alors, moi, je vais vous parler de mon ressenti, des trucs qui m'ont un peu bluffé. Donc, moi, je ne suis pas sportive de haut niveau. Je me suis toujours dit, oh là là, les sportifs, ça va être génial. Ils sont vachement musclés de partout, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant du yoga que ce n'était pas du tout les mêmes mouvements. En yoga, en tout cas, nous, le yoga qu'on pratique à l'Institut, c'est un yoga de tonus. Ça veut dire que c'est les muscles profonds qu'on va utiliser et du coup, on peut tenir les postures longtemps. C'est le principe de tenir assis longtemps avec les muscles profonds et pas les muscles phasiques. Et en fait, les sportifs, ils utilisent que les muscles phasiques. Mais moi, je n'avais pas compris. Enfin, je ne m'étais pas rendu compte. Je savais qu'ils utilisaient leurs muscles pour faire des mouvements, mais je n'avais pas compris à quel point c'était que ça. Et en fait, pour eux, le plus difficile, c'est de tenir une posture, alors que ce soit debout, assis. Je ne sais pas si vous connaissez le chevalier servant, c'est tu es à genoux sur tes genoux, enfin, dressé sur tes genoux et tu mets une jambe devant, comme si tu voulais faire une fente, mais avec les deux pieds au sol. Mais en fait, tu les mets dans cette position, ils ne tiennent pas. Ils n'ont pas les muscles toniques. Alors, je ne sais pas exactement lesquels c'est, mais ils sont tout tordus. Ils sont obligés de mettre leurs pieds hyper loin pour avoir un polygone d'appui de ouf. Et pour se redresser, ce n'est pas possible. Ils sont tout déhanchés. Et je me disais, mais ce n'est pas possible. Ils soulèvent des poids de folie en musculation et ils ne sont pas capables de tenir droit, quoi. Et je me dis, mais en fait, c'est peut-être aussi ça qui fait que ça leur manque et que du coup, ils vont se blesser. Parce que c'est bien beau de faire des mouvements et d'être dans l'activité. Mais c'est pas ça qui tient les structures profondes. Et d'un point de vue performance et retour des sportifs, ils t'en ont parlé justement de ressentis différents dans leur pratique par rapport à ce travail-là que tu leur as apporté? En fait, le problème, c'est que, encore une fois, je ne peux pas être trop influente là-dessus. Donc, je leur fais faire des petits exercices. Ils voient que c'est hyper difficile, donc ils n'ont pas envie de continuer. Parce qu'en fait, en plus, ils ne voient pas à quoi ça leur sert. Tu vois, ils ne voient pas tout de suite à quoi ça leur sert. Le problème, c'est qu'ils voudraient faire un programme sur, je sais pas moi, 1 mois, 3 mois, tu vois, pour qu'ils sentent qu'ils sont gainés en profondeur, que ça respire dans leur ventre, du coup, ils digèrent mieux, du coup, ils se tiennent moins voûtés. Parce que franchement, tu les assois par terre, ils sont comme ça, quoi. Ils sont tout avachis. Il faut qu'ils fassent un effort pour se tenir droit. Et ils me disent, ah, mais toi, Marie, tu es vachement souple, tu tiens droit et tout ça. Bah ouais, mais moi, je ne suis pas capable de soulever autant que vous au développé couché, tu vois, encore une fois. On n'a pas développé les mêmes muscles. Et en fait, ça m'a vraiment fait bizarre. Et eux, ils ne voient pas l'intérêt pour l'instant dans leur pratique. Ils sont tellement occupés à développer leurs muscles dont ils ont besoin qu'en fait, ça leur demanderait encore plus d'efforts de développer les autres muscles dont ils croient qu'ils n'ont pas besoin. Est-ce que tu aurais du coup, par rapport à ton approche des formations que tu as faites ou que tu recommanderais ou qui t'ont vraiment plus marqué?
Alors, les formations de perfectionnement abdos que j'ai fait pareil, à l'Institut, moi, j'avais fait le début, là, le stage abdos comme tout le monde fait, abdominaux arrêtés le massacre. Et en fait, j'ai fait les stages de perfectionnement donc au tapis et au football. Et en fait, ça te met une intensité de travail de ouf que en fait, tu peux réutiliser après pour des sportifs de haut niveau. Parce qu'en fait, tu as l'impression que tu joues avec ton gros ballon et que tu mets tes pieds dessus et que c'est facile. Sauf qu'en fait, si tu enlèves toutes les compensations, si tu neutralises les compensations et que tu utilises vraiment le gainage profond, mais c'est super dur. Donc au début, ils se marrent, puis en fait, ils se rendent compte que je tiens plus longtemps qu'eux. Donc après, ils sont énervés. Alors que je ne suis pas sportive, tu vois. Mais parce que ce n'est pas les mêmes muscles. Donc là, je leur dis, vous voyez quand même, le yoga, ça apporte des trucs. Alors, je ne leur parle pas toujours du yoga, mais le gainage, je leur dis le gainage profond. Le gainage, ils aiment bien. Donc, je leur dis, vous voyez, le gainage profond, quand même, ça apporte des choses dans le truc. Parce que là, ta planche, je la tiens plus longtemps que toi. Donc, ils sont pas contents. Donc, ça, en formation, ouais, même pour ceux qui font de la prépa physique, je trouve ça cool. Parce que du coup, ça diversifie les exercices et puis tu as des niveaux d'intensité où tu peux vraiment monter très, très haut. Après, en formation, qu'est-ce que j'ai fait d'autre qui m'a servi? J'en ai fait plein, en fait, mais si, j'avais fait beaucoup de formations sur le décodage biologique. Moi, j'adore. C'est tout le côté approche émotionnelle, en fait, et les mots MAUX ou les mots MOT. Et donc, en fait, ça, j'aime bien parce que des fois, je m'en sers quand je connais la symbolique de la zone concernée. Je leur pose la question des fois. On dit, alors, tu sais ce que ça veut dire, genou? Alors, toujours en déconnant, hein, ou sur le coup de, tiens, genou, tu t'imagines si tu l'écris je-nous, du verbe nouer, ou genou, alors ça va comment avec ta femme? Tu vois, hop, je leur pose des trucs et on change de sujet. Mais des fois, ils m'en reparlent la fois d'après. C'est bizarre ton truc là, pourquoi tu m'as dit genou, machin, non. L'épaule, c'est machin. Tu sais, des fois, je leur donne des petits trucs comme ça. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ça permet de, moi, c'est ma méthode, mais sous le couvert de tiens, c'est rigolo, dis donc, ça peut vouloir dire autre chose. Tu vois? Et bien, en fait, tu leur ouvres une autre approche où, en fait, ils se rendent compte que, de comme par hasard, c'est en lien avec ce qu'ils sont en train de vivre dans leur vie actuellement. Tu vois, c'est quand même bizarre. Donc, ça les interpelle. Ça, là-dessus, voilà, ça les interpelle. C'est vraiment ça. Donc, ça, j'aime bien. Le décodage, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Même pour les passionnés. Donc, pas spécialement que pour les sportifs, d'ailleurs, en règle générale. Ouais. Ah oui, non, d'ailleurs, même, je l'ai beaucoup, beaucoup plus utilisé avec les patients dans le cabinet, où tu as le coude, l'autre, elle a mal au coude, tu lui dis, alors, c'est sur quoi tu veux pas t'appuyer? Ou des trucs que tu lances un peu comme ça par intuition, donc il y a plusieurs symboliques, donc tu lances le truc et puis elle se met à pleurer. Enfin voilà, les trucs un peu qu'on peut faire sans le décodage, bien sûr, mais je sais que le décodage, ça te donne vachement d'indications sur les cystites, les trucs comme ça. Tu leur donnes 2-3 petites pistes et ils te font ah ouais, mais c'est vrai qu'en ce moment, nan. Donc ça, c'est cool. Du coup, par rapport au sport, c'est plus tout ce qui concerne le gainage et tout que tu recommanderais. Ouais. Et donc, du coup, un centre de formation en particulier qui nous demande Rachel? Moi, je fais tout à l'Institut de Gasquet. De Gasquet, Institut de Gasquet. Et puis, j'avais pas fait d'autres formations là-dessus. Non, abdos, gainage. Ça reste Si, une référence de Gasquet, de toute façon, là-dessus. Oui. Après, moi, je voulais faire une école de yoga, mais j'en avais discuté un peu avec Alice. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'école qui me satisfasse. Donc, je suis en train de chercher. Je suis en formation en yoga thérapie, en fait, là, c'est ma 2e année, là. Je suis la formation de yoga thérapie de Lionel Coudron. Voilà. Ok. Super, allez. Et bon, là, c'est l'année émotionnelle. Donc, on apprend plein de trucs parce que c'est le côté un peu psycho. Ils appellent ça l'année psycho. L'année dernière, c'était l'année médecine. Clairement, j'ai rien appris. Ce dont je me souvenais de mes cours d'ostéo sur l'anatomie, la bioméca, la physio, tout ça, ça aurait largement suffi pour que moi, je puisse animer toutes les formations. C'est le même mec qui anime la cardio, la neuro, la gynéco, la digestion et l'ostéo-articulaire. Et en ventouse, tu as fait quoi? En ventouse, j'ai fait avec le CFPCO. J'ai fait avec comment il s'appelle, Bertrand Courteau. J'ai fait acupuncture et ventouse. Ok. Enfin, acupuncture, c'était pas acupuncture, c'était dry needling ou je sais plus comment ça s'appelle parce qu'on n'a pas le droit de faire de l'acupuncture, donc ça s'appelait pas comme ça. Okay. Bon, je crois qu'on n'a pas le droit de faire de ventouse non plus, mais bon. Oui, bon. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit ou qu'on n'avait pas le droit de faire qu'on a quand même fait. Heureusement. Ok.
Ça, oui, on coupera. Hein. Mais non, mais je me détends le doigt. Oui, bien sûr. C'est du judo, ça. Pas grave. Ok, alors, détails sur les ventouses sèches ou non? Oui, c'est ventouse. Alors, j'ai fait les ventouses avec le feu. Le truc où tu mets le coton avec l'alcool dedans et hop, la ventouse en verre, en fait. Mais quand j'allais à l'INSEP, j'allais pas me travailler avec ma brouette de ventouse et mon alcool et mon machin au risque de déclencher l'alarme incendie. Donc, je me suis acheté une mallette de ventouse avec le pistolet, là. Plastique avec le Le pistolet, oui. truc, Tout à fait. voilà. Donc, c'est vrai que tu n'as pas le côté chaleur. Ça, je suis d'accord. Je reconnais qu'il n'y a pas, c'est pas les puristes des ventouses vont te dire que c'est pas du tout la même utilité. Moi, c'est vraiment le côté aspiration et revascularisation. Oui, enlever les stases et faire circuler. Ouais. Ouais, Donc, non, voilà. pas de saignée, Hugo. Non. Et sûrement pas Moi, l'INSEP. des fois, j'aurais bien envie de leur mettre des coups de couteau, hein, je te dis tout de suite, mais tiens. Ok, bon, bah écoute, c'est pas mal déjà. Là, on a fait une heure quasi. Ouais. C'est bien. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il y a d'autres questions, vous pouvez peut-être la poser à voix haute si vous avez envie. Sinon, j'espère que j'ai pu relayer comme il faut toutes les questions. Mathieu, tu confirmes, ça a été? J'ai rien trop zappé. Bon, cool. Et puis voilà. Bah, merci à tous d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Merci Marie. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir organisé tout ça, c'est top. Merci Fabien. Et merci Mathieu. Et donc, il y en aura d'autres hein, qu'on va faire. Là, le prochain, ce sera avec Pascal Ancelin sur l'ostéopathie du sport et la biodynamique. Donc, biodynamique, tout ça. Donc, ça va être intéressant. Ce sera peut-être demain ou après-demain. Enfin, en tout cas, assez rapidement. On va essayer de profiter de ce confinement pour creuser un petit peu nos connaissances et puis essayer de faire en sorte que ce soit profitable au mieux. Voilà, Moi, merci à tous. j'avais une Oui, question par rapport à la biodynamie, justement. C'est la même approche que Avril, moi je l'appelle Avril Lavigne parce que je ne me rappelle jamais de son oui, nom. Avril Morgan. Avril, Morgan, Avril Morgan. je ne sais pas. Je ne sais pas comment travaille D'accord, Pascal Ancelin. On verra. on verra. On verra. On verra bien. Et ben super, bah, hâte de pouvoir la suivre si je peux. Bon, bah merci à tous. Je vous souhaite un bon dimanche. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez y aller. Puis sinon, bah, À bientôt. bientôt. Merci à vous et bon dimanche. Merci à tout le monde. Et moi, je reprends le boulot mardi, hein, donc estimez-vous heureux, vous êtes encore en vacances. Hein. Ah ouais, d'accord. Bon courage. On déconfine mardi, ça y est. Ah ouais. Bonne soirée, enfin bonne journée, pardon. Oui, ouais. Bonne soirée, toi. Et bonne nuit derrière. Merci beaucoup. Salut. Il y a Alice qui est restée là. Faire un petit coucou. Tu peux réactiver ton micro, Alice, du coup, si tu veux. Ah, bah, elle est partie, Non, Marie. je suis là encore ou pas? Hein? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Ouais. Tout le monde est parti là? Non, il y a encore. Il y en a encore quelques-uns, mais ouais, bon, ça s'est bien passé, c'est chouette. Ouais, c'est cool. Bah, il n'y a pas longtemps, du coup, j'avais discuté un peu avec Marie avec le yoga, justement. Ouais. Donc, c'est cool. Ouais, bon, bah, c'est cool. Bon, allez, on va pouvoir enchaîner sur cette bonne Ouais. base. Je vais Yes. pouvoir en refaire. C'est bien. Content? Ouais, je suis content. Ouais, ça s'est bien passé. Bon, et puis, commencer avec Marie, c'était chouette, comme on se Ouais. connaît. C'était bien. Ok. C'était une idée depuis longtemps là, de faire ça? Non, pas du tout. C'est jeudi, il y a eu Audrey qui reste là. Jeudi, il y avait un truc dans le genre avec Éric Robinson. Je ne sais pas si tu vois, Ouais. qui était fait par l'association Bordeaux Stéo et Irvine m'avait proposé d'assister au petit webinaire. Et j'ai trouvé ça vachement bien, ce qu'il avait fait. Donc, du coup, j'ai repris son idée, en fait. Hein. C'est pas mon idée pure, comme je dis dans le post et tout. Hein. Et, euh, et puis, voilà, je me suis dit, bah ouais, je vais contacter plein de monde pour faire ce genre de petits trucs comme ça. Et puis, il y a une grosse liste. Hein. Il va y avoir plein de gens chouettes. Ça va être sympa. Cool. Donc,
Ça va être intéressant. Donc, c'est chouette. Voilà. Ça roule. Bon, bah, je suivrai suivant mon hyperactivité de confinement. Ouais, bah voilà, c'est ça, c'est le moment. Hein, parce que... C'est ça. Ok, cool. Bon, bah, bon dimanche. Ouais, merci, toi aussi. Bisous. Merci, hein. Salut. Salut.